Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Historien, économiste. Alors ça y est, cette majorité à l'Assemblée, elle est absolue pour les députés République En Marche et députés Macron. Victoire néanmoins moins écrasante que ce qui était attendu. Est-ce que les Français, selon vous, n'ont finalement peut-être pas voulu donner un chèque en blanc, encore qu'il y a la majorité absolue, pas de blanc-seing pour Emmanuel Macron? Non, mais c'est la fin d'abord d'un très long cycle électoral. C'est vrai, ça. 8 tours, les primaires de la droite, les primaires de la gauche, l'élection présidentielle, ces législatives. Donc je crois que si on tient compte de l'abstention, le message des Français est très clair. Ils souhaitaient qu'il y ait une majorité claire pour le président, et c'est le cas. Et en revanche, ils ont aussi souhaité qu'il y ait une opposition qui puisse s'exprimer à l'Assemblée, ce qui par ailleurs est sage. Et donc même si cette opposition sera à la fois fragmentée, parce qu'on aura les Républicains... Entre les constructeurs et... Voilà, côté, le Front National n'aura pas de groupe parlementaire, ce qui rend compliqué l'expression. Et puis de l'autre côté, on aura le PS et les Insoumis, mais il y aura quand même des voix qui pourront s'exprimer au sein de l'Assemblée. Donc il y aura un certain débat politique qui pourra se dérouler à l'Assemblée. Et maintenant, finalement... Tout commence maintenant. Tout commence, mais, exactement. Il a tous les leviers aujourd'hui, Emmanuel Macron, on peut le dire, ça y est, pour faire passer son programme, ses réformes. Il n'y aura pas d'obstruction a priori parlementaire, ne préjugeons de rien. C'est quand même le scénario idéal pour lui, pour dérouler... Alors, si on compare avec François Hollande, certains leviers lui manquent. C'est-à-dire que le Sénat tel qu'il existe aujourd'hui, et notamment pour les réformes constitutionnelles éventuelles, c'est important, ou institutionnelles. Et puis, En Marche pour l'instant, puisque c'est un parti qui s'est inventé avec ces deux élections, et n'est pas présent pour l'instant dans les collectivités locales. La traduction vraisemblable, c'est que lors des, évidemment, le scrutin intermédiaire, le mouvement En Marche sera présent pour les prochains scrutins, mais ça n'est pas le cas pour l'instant. Donc enfin, le scénario est quand même quasi idéal aujourd'hui pour mettre en place ces réformes. Le scénario est incroyable quand on prend le point de départ, notamment le fait qu'on a une reconfiguration complète de la classe politique. On était très inquiet du fait que cette reconfiguration puisse se passer par les extrêmes, et elle s'est faite par le centre et un centre libéral et européen, ce qui était quand même très européen. C'est pas gagné au premier tour quand on a vu improbable. Les scores du premier tour. Est-ce qu'il peut se déballonner? Pardon, d'ailleurs c'est la couverture du Point de cette semaine dans laquelle vous écrivez maintenant. Plus d'excuses, c'est la couverture, c'est ça. Alors, je crois que c'est pas tellement une histoire de... Le problème, c'est moins le président que le pays. C'est-à-dire que même si ce cycle électoral donc, est très, très impressionnant, aujourd'hui, l'extrême droite n'a pas disparu avec la victoire avec la défaite de Mme Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, et la France n'est toujours pas réformée. Donc, tout commence. Tout commence, et il va falloir aller très vite, parce que la crédibilité... En fait, ce qu'on a vu aussi avec les quinquennats précédents, c'est qu'un quinquennat, ça va très vite. Et donc, si on fait mal, ou si on s'oriente sur une mauvaise voie, ou si on fait de manière insuffisante au début, eh bien, le quinquennat est raté. Donc, ce qui va se passer... On a le sentiment qu'il l'intégrait, ça, Emmanuel Macron. Voilà, mais maintenant, il va falloir faire. Comme on sait, comme disait Clémenceau, en politique, il faut savoir ce qu'on veut. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, il faut avoir le courage de le dire. Une fois qu'on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. Donc, il y a la volonté, il y a le discours, mais maintenant, on va passer à l'action. Et l'action, il y a quelques grands dossiers qui vont être très importants. Évidemment, la réforme du droit du travail, les problèmes de finances publiques qui vont se poser très très vite, parce que l'audit de la Cour des comptes a été avancé, et il va être porteur de très mauvaises nouvelles, donc il va falloir prendre position plus vite que prévu. Et puis il y a quelques grandes politiques publiques, l'éducation, mais aussi la défense. Emmanuel Macron s'est beaucoup positionné autour de ces questions de défense. Mais pour l'instant, la seule décision qui soit intervenue, c'est une coupe de 2,7 milliards, un gel des crédits militaires de 2,7 milliards, ce qui fait que les armées sont en cessation des paiements potentiels Il y a un risque en de octobre. Cessation de paiement si les crédits à l'automne de l'armée française. Oui, si les crédits ne sont pas dégelés, oui. Donc, ça pose quand même une question assez sérieuse
sur le fonctionnement de l'État, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire que la France est en guerre, on ne peut pas engager des soldats sur des théâtres d'opération nombreux, etc. Et avoir un système financier qui continue à faire comme s'il ne se passait rien et recourir à des recettes budgétaires qui sont des recettes qui n'ont aucun sens. On va revenir sur toutes ces réformes, c'est très intéressant, sur le marché du travail ou encore les finances publiques. Juste un mot, on sait que la France était devenue un petit peu un repoussoir pour les investisseurs étrangers, oui. Cette taxe à 75% en début de mandat, on y revient, le début de mandat qui a véhiculé une image catastrophique pour la France. Est-ce que, en off par rapport à tous les échanges que vous pouvez avoir avec des décideurs français ou étrangers, notamment étrangers, est-ce qu'il y a vraiment, ils regardent la France vraiment avec un nouveau regard, ou est-ce qu'ils ont envie d'attendre de voir si effectivement le président délivre ce qu'on attend de lui, délivre la performance? Il y a un changement qui est spectaculaire, d'ailleurs, un changement auprès des Français, parce que les Français sont de nouveau fiers de leur pays, ce qui ne leur est pas arrivé depuis extrêmement longtemps. Il y a un changement en Europe, puisqu'en Europe, on voit qu'il y a même un modèle Macron. Quand on regarde Renzi en Italie ou Ciudadanos en Espagne, ils souhaitent faire exactement ce qu'a réussi à faire Emmanuel Macron en France, c'est-à-dire prendre un morceau, recomposer, reconfigurer le système politique de leur pays. Autour d'un bloc central. Autour d'un bloc central qui agrège une partie de la droite modérée et de la gauche libérale. Et c'est vrai que dans le monde, il y a incontestablement, il y a une attente, mais il y a aussi une envie aujourd'hui d'investir en France. Alors, ce qu'il faut noter également, c'est que la France est servie par aussi les difficultés du monde anglo-saxon, le choc populiste au Royaume-Uni avec le Brexit, aux États-Unis avec Donald Trump, et que par contraste, finalement, tout le monde anglo-saxon attendait que la France soit le troisième domino à tomber entre les mains des populistes. Et le fait qu'on ait un résultat complètement à l'opposé nous donne un espèce de moment français qui existe chez nous, mais qui existe aussi en Europe et dans le monde. Et c'est ça qui est important, c'est que nous ne devons pas laisser perdre ce moment qui est assez unique et qui peut se refermer assez vite si on ne fait pas les réformes. Moment français qui peut venir se fracasser, comme on dit, contre le mur du réel. Oui. Vous écrivez dans Le Point, mais aussi dans Le Figaro. Aujourd'hui, je vous ai lu. Et qu'est-ce que vous écrivez dans ce papier? Le choix cardinal va se jouer pour la France autour de l'état catastrophique de nos finances publiques. Vous allez un peu fort, Nicolas Bavrez. On sera à 3,2, 3,3%. La France s'endette à 0,5%. Ça a rebaissé depuis l'élection de Macron. Il y a le feu au lac? Il y a une dette de 96% du PIB. Les Japonais sont à 250. Que même l'Allemagne ne peut pas réassurer, oui, mais la différence avec les Japonais, c'est que la dette japonaise est à 95% entre les mains des Japonais. Et la nôtre est aux 2 tiers, elle est à très court terme, et elle est entre les mains d'investisseurs étrangers. Et surtout, au-delà, la divergence avec l'Allemagne est quand même très préoccupante. Il y a une divergence incroyable. Il y a 43 millions de postes de travail en Allemagne, il y en a 25 millions en France. L'écart de population. Mais depuis un an, on a créé 300 000 emplois dans le privé. Alors ça va un peu mieux, mais la croissance chez nous, bon, elle sera peut-être à 1,3, 1,4, elle est à 2% en Allemagne. Mais on a un commerce extérieur, moins 56 milliards, plus 252 milliards. Et sur la dette, 68% du PIB maintenant chez les Allemands, ça diminue. Et 97 chez nous. Et 96,4 chez nous, oui, 97. Donc, cette divergence, il faut être clair, on a aussi une occasion extraordinaire de relancer l'Europe. Pour relancer l'Europe, il faut un moteur franco-allemand. Il n'y aura pas de moteur franco-allemand si on n'arrive pas à rééquilibrer la situation économique des deux pays. Mais il n'y a pas des réformes hyper urgentes à faire, le marché du travail, la fiscalité, en disant finalement on va laisser un peu, pas filer les déficits, mais si on est à 3,2, 3,3, 3,4, c'est vraiment si grave si on fait les vraies réformes, si on modernise vraiment la France? Ça, c'est un arbitrage qui mérite d'être... Parce que les Allemands, en leur temps, n'ont pas fait les deux. N'ont pas à la fois fait les réformes de structure et réduit le déficit. Schröder, l'agenda 2010, c'est là où il y a eu une grande divergence, c'est que Jacques Chirac et Gerhard Schröder se sont mis d'accord pour ne pas respecter les 3% prévus par Maastricht, mais Gerhard Schröder a utilisé cette marge financière pour réformer son pays. Jacques Chirac a utilisé cette marge financière pour ne rien faire du tout, sinon continuer à entretenir un modèle insoutenable fondé sur la décroissance par la dette publique. Donc, sauf que là, courir deux lièvres, à vous écouter, il faut courir deux lièvres à la fois, réduction des déficits, réforme de structure. Est-ce que c'est pas, pour le coup, non, on touche rien quand on vise deux lièvres? La dépense
la reprise du contrôle de la dépense publique fait partie des réformes de structure. Mais soyons clairs, la priorité absolue, ce sont ces réformes de structure. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à avoir un système productif, compétitif, des entreprises productives et compétitives, on n'aura pas de création d'emplois et on n'aura pas de création de recettes fiscales durables et importantes qui permettent de rééquilibrer les finances publiques. Donc c'est ça la priorité, c'est une politique de l'offre très claire avec la normalisation de l'environnement réglementaire et fiscal des entreprises et puis le marché du travail. Si on doit reporter pour ça de 2 ans le retour aux 3% du PIB, ça, c'est pas très grave. Mais ce qui doit être fait... C'est pas encore le discours pour l'instant, le discours du président, c'est on reste dans le schéma, voilà, dans les purs des 3%. Ce qui devrait être fait de manière impérative, c'est le travail sur la qualité de la dépense, c'est-à-dire le fait de reprendre le contrôle des dépenses improductives et de remettre de l'argent sur l'investissement. Et dans l'investissement, il y a les dépenses militaires. Bon, tout commence, on l'a dit aujourd'hui, Nicolas Bavrez pour Emmanuel Macron. Il a raison de chercher à faire passer comme première réforme de fond la loi travail, enfin une nouvelle loi travail. C'est vraiment ça le sujet, par ordonnance, il a raison. Sachant qu'on a encore vu hier dans le JDD, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui a rappelé, centrale réformiste, dont le gouvernement a besoin pour faire passer ces réformes, qui se mobiliserait si les syndicats étaient squeezés, c'est le terme qu'il a employé. Il a rappelé qu'il y avait des lignes jaunes pour les syndicats. Il a dit les syndicats, à savoir la baramisation des indemnités au prud'homme, le fait de pouvoir faire un référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur. Est-ce que Macron a raison de s'arc-bouter et de passer maintenant qu'il a sa majorité? Il y a 2 choses. Est-ce que c'est le bon problème? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est le bon problème? Réponse oui. Quand on regarde le retard, le déficit de croissance de la France par rapport à tous les autres grands pays développés, c'est l'insuffisante mobilisation du travail et le chômage permanent. Je rappelle qu'aujourd'hui, le taux de chômage en Allemagne, il est même... À 4, pas à 4. Il est passé un peu en dessous de 4 même. Et nous, on a 9,3. Aujourd'hui, qu'au Royaume-Uni, là aussi, c'est extrêmement bas, c'est à 4,6. Et les États-Unis, même chose, c'est un moment historiquement bas pour le chômage et haut pour l'emploi. Donc, il y a une aberration française. Et donc, en revanche, il est souhaitable d'essayer de négocier, de trouver des accords avec les syndicats, mais il faut être clair. Il faudra passer outre si jamais... Et il faudra savoir passer outre si jamais on cherche à bloquer cette réforme. Parce qu'il n'y aura pas de redressement de la France si on ne fait pas bouger cette clé du travail. Et la manière de la faire bouger, il y a en revanche quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut absolument arriver à avoir plus de flexibilité pour les emplois, mais on peut effectivement travailler à une meilleure protection pour les salariés. Pardon, mais on la voit moins. On a l'impression qu'avec cette loi travail, cette nouvelle loi travail, on voit essentiellement la flexibilité pour les entreprises, on voit moins la sécurité pour les salariés. Mais la sécurité pour les salariés, elle doit venir effectivement, elle doit venir aussi de la formation tout au long de la vie, elle doit venir de la remise en ordre du système éducatif. Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui relancera l'embauche? Qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme du marché du travail qui vraiment puissamment aidera à relancer l'embauche en France, au-delà des 300 000 créations d'emplois depuis un an? C'est vrai qu'entre 2012 et 2015, on a eu 0 création d'emplois en France. Le frein majeur à l'embauche, on sait que c'est... Le carnet de commande, non? C'est pas un peu le carnet de commande? Non, mais évidemment, si des entreprises n'ont pas de commande, elles n'embaucheront pas. Mais en revanche, aujourd'hui, on sait qu'on a quand même plus d'1 million de postes de travail qui sont non pourvus à cause de l'incertitude qui entoure l'incertitude, l'asymétrie, le risque énorme. Le pire risque que vous puissiez prendre pour une entreprise aujourd'hui, c'est d'embaucher quelqu'un. Et ça, il faut arriver à le remédier. Et ça passe par quoi, ça passe par quoi alors ça? La stabilisation du licenciement. Donc de ce point de vue-là, donc c'est ce que demande le patronat de pouvoir. De ce point de vue-là, le projet. Et puis il y a 1 million d'emplois qui ne sont pas créés parce qu'on n'a pas les bonnes qualifications. Donc ça, il faut aussi travailler là-dessus. Et avec ça, on arriverait déjà à avoir un choc tout à fait positif sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant dans le programme économique de Macron, selon vous, du président Macron, pour débloquer la situation, pour relancer la croissance? Qu'est-ce qu'il y a de plus fort, selon vous? Très franchement, la réforme du marché du travail, si on associe les différents blocs, c'est-à-dire à la fois ces fameuses ordonnances sur le droit du travail proprement dit, la formation professionnelle, l'assurance chômage et un régime de retraite par points, si tout ceci est fait, c'est un nouveau contrat social. Bon. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement... Et à mon avis, c'est plus cohérent
que la partie sur les finances publiques, où en fait les 60 milliards de baisse de dépenses devraient être plutôt 75 et par ailleurs ne sont absolument pas documentés. Et qu'en revanche, on a beaucoup de dépenses nouvelles, dont une certaine partie, notamment l'exonération de la taxe d'habitation. Pourquoi ça ne vous plaît pas, les 80% 80% des Français qui seraient exonérés de la taxe d'habitation? C'est démagogique, vous l'avez écrit dans le Figaro de ce matin. Parce que ça coupe d'abord 80% de la population de la dépense locale, donc ça va être on sait que cette dépense est une des sources de dérive majeures des finances publiques, et surtout parce que ce n'est pas du tout la bonne réponse. On sait très bien, et c'est vrai que ces impôts locaux sont injustes, mais ils sont injustes parce que l'administration fiscale ne fait pas son travail. Comment est-ce qu'à l'heure de Google, etc., avec un cadastre qu'on peut entièrement numériser, comment est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir des bases fiscales qui soient cohérentes? Qui peuvent calculer les valeurs locatives. Voilà, des valeurs locatives qui soient crédibles et intelligentes. Donc oui, il y a un travail à faire de remise à niveau des valeurs locatives, mais faisons-le au lieu d'exonérer les gens et d'avoir un système où finalement on va avoir 80% de la population qui va demander plus de dépenses locales sans du tout y contribuer. Ce qui est une mécanique extrêmement dangereuse. Bon, d'ailleurs, au passage, la question des seuils sociaux, on en parle souvent. C'est pas dans le programme d'Emmanuel Macron, ça. Le fait que quand on passe de, je sais plus, à 10 ou 15 ou 20 salariés, j'ai plus les chiffres en tête, on est plein de nouvelles contraintes. Et si, alors, il y a un aspect qui est important, c'est la fusion des différentes instances de représentation du personnel, qui est une manière de simplifier et de limiter les coûts. Bon, on termine juste là-dessus. L'an dernier, quand vous étiez là sur ce plateau, Nicolas Bavrez, vous vous alarmiez du risque de ruine des épargnants avec les taux bas, avec les taux négatifs. On voit désormais la Réserve fédérale américaine qui sort tout doucement de sa politique à taux zéro, avec encore une hausse de 0,25% la semaine dernière. Elle a donné le top départ pour réduire la taille de son bilan, ce qui équivaut à une hausse de taux à long terme. La BCE qui réfléchit tranquillement à sa stratégie de sortie aussi de politique monétaire. C'est de bon augure pour les épargnants, pour le coup, pour l'avenir, le futur? Les situations sont très différentes. Les États-Unis, le cycle de croissance, il faut se rappeler que les États-Unis sont en croissance forte depuis avril 2009. Donc, c'est même plutôt 8 ans, 8 ans. Et même un peu plus. L'Europe, ça commence tout juste à aller un peu mieux. Donc la zone euro, elle commence à aller mieux, elle va avoir une croissance de l'ordre de 1,8. On a baissé le chômage d'un peu plus de 2% en 2 ans. Mais il n'y a rien il ne faut rien faire qui déstabilise ceci. Et il faut penser aussi que c'est une zone qui est hétérogène. Quand on regarde la Grèce, elle va enfin peut-être sortir de récession cette année. Pourtant, c'est pas ce que dit Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, qui a demandé à la BCE de sortir rapidement de sa politique monétaire. Parce que l'Allemagne fait partie évidemment, elle est un bout du spectre, et puis la Grèce à l'autre. Et je pense que Mario Draghi a tout à fait raison d'être prudent. Et la zone euro ne doit pas être gérée uniquement en fonction de tel ou tel, et notamment de l'Allemagne, qui est l'économie la plus puissante. Elle doit être gérée en fonction des intérêts de l'ensemble de la zone. Et aujourd'hui, on n'a certainement pas besoin d'une remontée brutale des taux d'intérêt. En revanche, c'est vrai que je pense que les taux négatifs sont en soi une mauvaise idée. Mais est-ce que les épargnants, pour le coup, on finit là-dessus, ont mangé leur pain noir, pour le coup, puisqu'on est vraiment en face, notamment aux États-Unis, ça prendra plus de temps en zone euro? Vous savez, le montant des dettes mondiale et notamment des dettes publiques est telle que l'idée d'une remontée forte des taux d'intérêt n'est pas d'actualité. Ce n'est pas souhaitable. Non, mais ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on a un système économique normal. Qu'est-ce que c'est qu'un système économique normal? C'est un système où finalement, pour un pays développé, si on a une croissance qui tourne autour de 2%, si on a une inflation qui est autour de 2%, ça fait 4% de croissance du système, c'est très bien. Et il faut avoir des taux d'intérêt qui soient légèrement au-dessus, parce qu'il est normal. Un taux d'intérêt négatif, c'est quand même l'idée que l'avenir n'existe pas. Et ça, c'est une idée qui est extrêmement perverse et dangereuse pour une économie de marché. Donc il faut avoir... Et taux à 4, c'est pas pour tout de suite. Taux court ou taux long, on n'y est pas encore là. Mais bien sûr que non. Et d'ailleurs, ce serait pas souhaitable. Mais donc le rééquilibrage est plutôt en cours. Et un dernier mot sur la Fed, c'est que Madame Yellen résiste à juste titre aux pressions qui sont exercées sur elle par l'administration Trump. Pour ne pas trop relever. Et la Fed fait partie de ces contre-pouvoirs qui fonctionnent aux États-Unis et qui sont une des rares bonnes nouvelles qui nous viennent des États-Unis aujourd'hui. Il y a un Congrès, il y a une justice, il y a une Fed qui est indépendante.
Et qui poursuivent des stratégies de long terme face à une Maison-Blanche qui est malheureusement livrée à l'imprévisibilité et assez souvent à l'irrationalité. Oui, c'est un euphémisme. En tout cas, merci à vous. Merci pour ces commentaires. Merci. Nicolas Bavrez était votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.